Bonjour à tous, bienvenue sur le grand plateau de décryptage de l'actualité sur Radio Paracou. C'est un spécial numéro de votre émission que nous vous proposons, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct de nos studios d'enregistrement de l'antenne régionale de la Liborie. Nous sommes à Kandi. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Wenceslas Arouanimon est à la prise de son de cette émission. Gédéon Ifa Korode Biao en assure la mise en onde. Vous suivez en direct sur YouTube cette émission grâce au service informatique. Adi Flawani, Jules Sobago, toute une équipe à votre service et à ce micro, mesdames et messieurs, je suis Aziz Alawé en direct de Kandi. Des inondations dans le département de la Liborie, nous en parlons. Cette catastrophe naturelle, environnementale qui a mis en berne les efforts des populations de ce jeune département en quête de prospérité. Dans ce studio, des voix bien autorisées pour en parler. En direct, nous recevons Dr Alphonse Alomasso, c'est bien sûr le chef antenne nord de l'Agence nationale de protection civile. Il sera avec nous sur cette émission sur des questions spécifiques, bien sûr, relatives à l'Agence nationale de protection civile. Dr Alomasso, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour également aux invités avec lesquels je partage ce plateau. Bonjour aux auditeurs. Et dans ce studio, bien sûr, respectant les gestes barrières recommandés par les institutions sanitaires, nous recevons Odo Rodrigue Tranquinet, chef service de la planification et de l'aménagement du territoire à la préfecture de Kandi. Rodrigue Odo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Traoré Nouroudine Zakari, c'est le point focal de la plateforme communale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique de Kandi. Il est avec nous dans ce studio. Monsieur Traoré, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Et enfin, notre quatrième invité, le troisième ici en studio, Samsdine Adamou Assouma, le chef d'arrondissement de Ben Sekou, un des arrondissements aussi sinistrés, sinon des plus sinistrés. C'est un arrondissement de Kandi. Samsdine Adamou, bonjour. Bonjour. Voilà, mesdames et messieurs, une fois le décor planté, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Docteur Alphonse Alomasso, dites-nous, c'est quoi l'Agence nationale de protection civile, ANPC? Nous voulons là parler de son rôle, de ses attributions. L'Agence nationale de protection civile est une structure du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui assure la protection des personnes. Et elle a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de réduction des risques de catastrophes. Elle assure le secrétariat permanent de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Traoré Nouroudine Zakari, votre commune a également été affectée par les inondations de cette saison. Quel bilan faire de cette catastrophe naturelle? Merci beaucoup. Avant quand même de répondre à votre préoccupation, oui. Je voudrais quand même dire ici que la commune de Kandi, ma commune, n'était pas du moins citée parmi les communes à risque au niveau du Bénin. Mais depuis un certain nombre d'années, depuis que le Bénin a connu le pic d'inondation en 2010, on constate que régulièrement chaque année, la commune de Kandi est beaucoup plus touchée par ces inondations. Si je reviens un peu à votre préoccupation, sûr, oui. Déjà on constate que le 24 juillet, les pluies se sont installées et la commune de Kandi a commencé par enregistrer ses débuts d'inondation. Les premières inondations. Donc c'était les signes avant-coureurs. On a été avertis. Donc en termes de bilan, les statistiques sont là. Nous allons voir ces bilans en termes de perte en vies humaines. Parce que c'est ça qui a beaucoup plus marqué Kandi.
On n'est pas trop habitué à ces pertes en vies humaines dues aux noyades et écroulements de bâtiments. Certes, en 2015, on a connu aussi, la commune de Kandé a connu le pic d'inondation, mais on n'a pas eu de pertes en vies humaines. Malheureusement, cette année, nous avons eu 11, dont 10 par noyade et 1 par écroulement de bâtiments. Les dégâts, on n'en parle pas, c'est énorme. Nous avons enregistré au niveau de la plateforme communale, parce qu'il faut préciser ici que les plateformes locales font le point et envoient au niveau de la plateforme communale qui fait la synthèse, qui fait la compilation. Donc, on a pu compiler 1287 habitats qui sont tombés. Les sacs d'engrais sont partis et on a pu dénombrer 667 sacs d'engrais chimiques endommagés ou emportés par l'eau. 818 hectares de champs de culture, de diverses cultures, coton, maïs, etc., jusqu'au riz. Au début, il y a une partie des champs de riz qui sont inondés. C'est pour vous dire l'ampleur de l'eau cette année. Si nous laissons le niveau communal, nous allons nous intéresser à cet arrondissement-là aussi, qui est un des plus touchés de votre commune, Ben Sekou. Ben Sekou, qui se fait représenter ici par le chef d'arrondissement, Samsidine Adamou Assouma. Samsidine, alors quel visage vous présentez de ces inondations de 2020? Je rappelle que tout l'arrondissement est touché, mais Gogbede en particulier a enregistré plus de dégâts. Nous devons de rendre gloire à Dieu de n'avoir pas enregistré de dégâts, de pertes en vies humaines à Gogbede, et malgré l'abondante eau qui y a siégé. Nous déplorons quand même d'importants dégâts liés aux habitations, aux biens mobiliers, immobiliers, et aux animaux et principalement à Gogbede, nous avons noté à 75%, et à 75% l'écroulement des habitats. Donc 75% de la population a perdu ses habitations et ses biens. Gogbede était-il sujet des inondations autrefois? Oui, il faut l'avouer, Gogbede par le passé a souvent connu des inondations, mais avec des proportions plus moindres. Et cette année, le niveau de l'eau a réellement atteint des hauteurs qu'on n'a jamais connues à Gogbede. Et je dirais que c'est peut-être pour ça que les dégâts ont été beaucoup plus grands aussi. Samsidine, nous reviendrons sur la situation sur le terrain, mais bien avant, nous allons solliciter Rodrigue Odo, tranquillin bien sûr, le chef service de la planification et de l'aménagement du territoire à la préfecture de Kandi, et qui va nous faire un cliché de la situation de son département. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut souligner que déjà, à l'entame de mes propos, je vais rendre grâce encore tout puissant, parce que déjà les prévisions météorologiques avaient déjà annoncé qu'il y aurait ces inondations comme celles que nous avons connues en 2010, et ce qui a fait que dès le début de l'année, nous avons multiplié les activités de sensibilisation auprès des différentes populations. Donc, l'autorité préfectorale, présidente de la plateforme départementale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, a donc instruit les présidents des plateformes au niveau des communes à donc mettre en alerte et de sensibiliser les différents acteurs au niveau local afin de mieux faire face donc à ces inondations. C'est ce qui a fait quand même, il y a malheureusement des dégâts, mais on a quand même pu faire le nécessaire pour pouvoir maîtriser la situation. Quelle est, pas en matière de chiffres, la proportion de l'atteinte des communes, puisque nous avons dit que les communes ne sont pas atteintes à la même proportion? Oui, sur les 6 communes que compte le département de la Liborie, il n'y a que la commune de Ségbana qui n'a pas été trop touchée, je dirais, parce qu'elle a été touchée, bien sûr. Mais les risques
les dégâts ont été moindres. Donc par rapport aux autres communes quand même qui restent. Et nous revenons à vous, docteur Alomasso. Dites-nous, quel bilan sommaire pourrons-nous faire de ces inondations de 2020 dans la Libourie, puisque nous y sommes et nous en parlons aujourd'hui sur ce plateau? On peut retenir que malgré toutes les actions menées en amont pour prévenir, pour gérer au mieux ces inondations, nous avons eu quelques cas de dégâts qui ont été enregistrés dans le département. Et au nombre de ces dégâts, nous avons eu des cas de pertes de vies humaines, surtout dans la commune de Kandi. Nous avons eu des pertes de dégâts sur les cultures, les maisons sont endommagées et voilà les points saillants de ce qui s'est passé. Mais il faut retenir que au niveau du département de la Libourie, la commune de Kandi n'était pas une commune à haut risque d'inondation, mais avec la survenue des catastrophes des inondations et avec les changements climatiques, nous avons enregistré beaucoup de dégâts à Kandi et voilà les cas de décès. Nous n'avons pas eu de cas de décès dans les autres communes comme Manaville, Karimaman, qui sont des communes à haut risque d'inondation. Je crois que les efforts se feront pour que cette commune puisse avoir aujourd'hui son plan de contingence et pour que les communautés de Kandi puissent être mieux formées pour faire face aux éventuelles inondations des années à venir. Alors, Traoré Nouroudine, dites-nous au niveau communal, où en êtes-vous? Quelle est la situation actuelle sur le terrain? Oui, bon, la situation actuelle, et vous savez déjà, vers la fin du mois d'octobre, les pluies ont complètement cessé. Donc, nous sommes en train de recoller les morceaux et pour ne pas quand même aller directement dans les perspectives. C'est pour vous dire qu'actuellement, nous sommes en train de voir comment reconstruire ce qu'il faut reconstruire et orienter les gens où il faut les orienter pour qu'on ne puisse pas assister à ces genres de dégâts, en tout cas avec de telle ampleur au niveau de la commune de Kandi. Samsedine, Adam, chef d'arrondissement, semble-t-il que Gogbede est en reconstruction? Oui, c'est déjà trop dire que Gogbede s'apprête à aller vers sa reconstruction. Donc, tel que le point focal l'a introduit d'ailleurs, c'est la phase de la reconstruction qui s'annonce. Donc, à Gogbede et principalement, j'ai organisé les sinistrés en groupe. Donc, ils se sont mis ensemble et nous avons déjà commencé quelque chose. Nous avons commencé par fabriquer des briques en matériaux précaires parce que c'est, comme vous le savez, nous n'avons pas les moyens, mais en attendant les bonnes volontés, il faut que nous montrions quand même que nous pouvons déjà commencer par faire quelque chose. Et nous allons continuer. Et l'objectif, c'est qu'on arrive à avoir 43 cases correspondant au nombre de ménages détruits, dont les bâtiments sont détruits. Donc, vous comprenez que avec notre situation de pauvreté, nous ne pouvons pas faire face sans soutien extérieur. Qu'en est-il des champs? Dites-le. Oui, les champs, il faut dire que la grande partie a suivi l'eau. Les quelques semences qui ont pu résister sont actuellement en train d'être récoltées. Et c'est la période de récolte. C'est-à-dire que déjà, avec la pauvreté des récoltes que va connaître le village, à la longue, il va avoir une situation de famine. Parce si rien n'est fait. Voilà, si rien n'est fait, il va avoir, parce que les récoltes ne pourront pas être abondantes dans la mesure où une bonne partie des champs est partie avec l'eau. Voilà, c'est une situation triste, très triste. Les partenaires et aussi le gouvernement, dans un sens de responsabilité administrative, dans un sens de responsabilité gouvernementale, tout le monde a agi. Et nous allons en parler. Comment est-ce que ceci s'est passé? Que retenir du rôle qu'a joué et continue de jouer, par exemple, la préfecture que vous représentez ici? Le vif des inondations, comment ça s'est passé? L'après-inondation, comment ça s'est passé, Rodrigo Do?
Merci beaucoup. Il faut souligner déjà que au sein de la préfecture, nous avons mis en place la plateforme départementale de réduction des risques et d'adaptation au changement climatique qui a essentiellement donc pour rôle de promouvoir l'intégration des risques de la gestion des catastrophes, de définir les actions de réduction des risques de catastrophes, de faciliter la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités de prévention des risques, également de prévenir les différents acteurs donc aux situations dans le département. À ce titre déjà, nous avons veillé à l'activation donc des différentes plateformes communales et même les plateformes locales au niveau donc des arrondissements et des villages. Donc nous avons démarré par les activités de sensibilisation au niveau local. Il y a eu également des descentes de l'autorité pour essayer d'évaluer donc ici maintenant ces dégâts-là, de faire le point et transmettre donc aux autorités compétentes, notamment le ministre d'État chargé du plan, également le ministre de l'Intérieur et notre ministère de tutelle, donc le ministère de la décentralisation. Il faut souligner que déjà, nous avons anticipé par rapport donc à toute cette situation, ce qui a amené donc la préfecture à prévoir donc quelques ressources dans son plan de travail annuel au titre de cette gestion 2020. Donc, d'une prévision d'environ 7 millions, nous avons pu donc, suivant les procédures des marchés publics, donc acquérir les vivres, les non-vivres à hauteur de 6 41 000 francs, que nous avons quand même mis à la disposition de ces sinistrés à la suite donc de l'évaluation des dégâts, en tenant compte quand même bien sûr du niveau des dégâts au niveau de chaque commune. Pour aller dans le même sens au niveau de la préfecture, est-ce que vous, Traoré Nouroudine Zakari, en tant que point focal, quelle appréciation faites-vous de la collaboration avec la tutelle en ce qui concerne bien sûr la gestion de ces inondations 2020 qui se trouve être particulière? Ok, merci. Et bon, je vais compléter par rapport à ce que le CESPAT vient de dire. Oui. Et très tôt, il faut comprendre que la préfecture a envoyé des messages radio à toutes les communes donc pour activer les plateformes, ce qui a été fait. Donc nous avons activé notre plateforme, c'est-à-dire les comités techniques. Donc le médecin-chef, les sapeurs, tout le monde était déjà informé que cette année, les pluies, ça serait extraordinaire, donc il faut s'y préparer. En dehors de ça, en dehors de l'activation des plateformes, la préfecture n'est pas restée là. Bon, sinon que la préfecture et la NPC travaillent en tout cas de commun accord pour qu'il y ait chaque jour un point qui doit se faire au niveau de la préfecture et au niveau de la NPC. Je voudrais un peu revenir en arrière pour dire par rapport au rôle de la préfecture et de la NPC que la NPC, avant même le début des pluies, a eu à former ou à inviter les maires pour leur parler un peu du rôle et des responsabilités des maires en matière de gestion et en matière de protection civile. Donc déjà, c'était les entames, c'était des annonces et tout ça là a réveillé. La NPC n'est pas restée là, il est venu à une mission de préparation des élus et des populations en matière de gestion des inondations. Donc, en termes de prévention, la préfecture nous a déjà préparé, on a activé les plateformes. Oui. La NPC aussi était restée à nos côtés. Chaque jour, c'est des informations. On s'est dit que c'était un rôle prépondérant et de façon collégiale. S'il y a des descentes sur le terrain, la préfecture, la mairie et la NPC, nous descendons en même temps sur le terrain pour les constats d'usage. S'il y a lieu de donner des instructions directes, le préfet donne des instructions directes pour qu'on puisse exécuter certains travaux en attendant qu'il y ait une évaluation beaucoup plus poussée. Donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport au rôle des acteurs clés qui nous ont accompagnés dans la prévention et la gestion de ces inondations de 2020. À travers la structure que vous dirigez, Dr Alomasso, le gouvernement béninois a mené maintes actions au profit des populations.
avant, pendant et après les inondations. Que retenir de façon concrète de votre participation aux différentes phases de ce sinistre? Monsieur le journaliste, très belle question. L'antenne régionale nord de l'Agence nationale de protection civile, dont nous avons la charge, a mené beaucoup d'actions au profit des populations au niveau des différentes communes sur notre territoire de compétence. Et il faut retenir que l'Agence nationale de protection civile, cette année, nous avons procédé à la sensibilisation des communautés à la base, la vulgarisation des prévisions saisonnières. Vous savez que cette année, l'année dernière, au niveau des communes, l'élection a fait que les communes ont été renouvelées à près de 80% des maires qui sont les présidents des plateformes communales de réduction des risques de catastrophe. Et c'est dans ce cadre que l'Agence nationale de protection civile a formé ces maires et leurs points focaux de réduction des risques de catastrophe et d'adaptation au changement climatique sur leur rôle et responsabilité en matière de protection civile. Et c'est ce qui a permis que cette année, ces acteurs ont été véritablement très actifs dans la mise en œuvre de leur plan de contingence et ont pu tenir régulièrement les sessions de plateforme pour appuyer, pour aider l'Agence nationale de protection civile à préparer au mieux leur communauté à faire face aux éventuelles inondations. D'ailleurs, vous aurez constaté que dans les communes comme Karimama, Manaville, Barinkwara et autres, il n'y avait pas eu beaucoup de dégâts. Les dégâts qu'on a surtout enregistrés et qui ont paru un peu bizarres, c'est dans les communes de Kandi où on a eu des décès, on a déploré. C'est l'occasion de vraiment présenter nos condoléances aux familles éplorées. Alors Samsudine Adamou, en tant qu'élu communal, en tant que chef arrondissement encore plus proche des sinistrés, je veux dire des populations affectées, quelle appréciation faites-vous de cette intervention-là et de la représentation gouvernementale? Je veux parler de la préfecture et de la NPC, l'Agence nationale de protection civile. Merci. Quand le sinistre est arrivé, c'était au petit matin du 2 septembre. Et l'heure qui a suivi en même temps, le préfet était descendu sur les lieux. Donc c'est dire qu'il a une certaine promptitude à se retrouver sur les lieux, et pour la circonstance, il était accompagné de Madame le maire, je crois le chef antenne aussi de l'ANPC. Donc l'heure qui a suivi l'inondation, tout ce staff était déjà là. Et là, pas pour évaluer, mais pour vivre en live et ce qui se passait, parce que l'eau était encore en plein mouvement. Donc cette présence de constat n'a pas été seulement, ça ne s'est pas limité à ça. Au troisième jour, je crois, le préfet est descendu avec les bras chargés. C'est d'ailleurs le tout premier don que nous avons reçu à Gogwede. Et après ça, d'autres dons ont suivi. Donc le gouvernement, à travers la NPC, nous a aussi appuyés. Nous a appuyés en vivres et en matériaux, et notamment des feuilles de tôle. Et nous avons eu le soutien d'autres personnalités, principalement le ministre de la décentralisation, qui nous a fait un important appui. Et nous avons reçu aussi des dons sinon la visite de la première personnalité nous allons en parler spécialement. Voilà. J'ai souvenance, si j'ai bonne souvenance, à Gogwede a reçu la délégation Mokole et la commission linguistique. Oui, nous avons reçu le bureau de la commission Mokole qui nous a fait un important don en vivres. Je dois vous dire que Gogwede c'est une communauté Mokole, et donc ça a été un soutien ethnique anti-griffe. Au-delà de ça, nous avons reçu, il y a le point focal qui me demandait tout à l'heure, nous avons reçu l'aide de l'association Éducation et Santé pour tous,
sous le leadership d'une brave dame de Kandi, du nom de Labouda Mariam, qui a coordonné ce leadership-là pour qu'on ait d'importants lots venus par 2 fois. Et nous avons reçu aussi de l'association des jeunes, quelques jeunes de Kandi, et nouveau type de citoyens qui œuvrent dans la commune à l'endroit de la jeunesse, qui nous ont appuyés aussi. Bref, des efforts ont été fournis, mais il reste à faire. Des efforts ont été fournis et il reste à faire. Mais avant de dire qu'il reste à faire, je dois mentionner que l'important donc que nous avons reçu, ça vient de l'ONG Bienfaisance. Donc je dirais que nous avons été soutenus de partout, en vivre. La suite maintenant, c'est qu'on puisse avoir du soutien au-delà des vivres, que ce soit maintenant des matériaux de c'est la préoccupation de tous les sinistrés, ce n'est pas seulement à Goubedin. Oui, tous les sinistrés de l'arrondissement. Je n'ose pas parler de la commune, je n'ai pas la compétence. Commune et du département. Je n'ai pas la compétence. Les autres sont mieux placés pour le point focal ira au niveau communal. Voilà, merci pour ces détails. Merci pour ces détails, Samsidine Adamou Assouma. Je rappelle que vous êtes le CA de Ben Sekou, un arrondissement de la commune de Kandi. Mesdames et messieurs, vous suivez Radioscopie de ce dimanche 22 novembre 2020. Merci de nous suivre et toutes nos excuses puisque vous ne pourrez pas nous appeler comme il est de coutume. Les dispositions techniques ne nous le permettent pas et nous allons les prendre avec la responsabilité de l'équipe technique pour les prochains numéros. Docteur Alain Massor, dites-nous quelles appréciations faites-vous du fonctionnement des plateformes communales et départementales, notamment dans la Liborie, puisque les inondations, ce n'est pas seulement la Liborie, c'était presque tout le Bénin, mais de différents ordres, de différents degrés. Monsieur le journaliste, je vous remercie beaucoup. L'appréciation qu'on peut faire du fonctionnement des plateformes communales et départementales dans le département de la Liborie, il faut dire que au niveau du département, le président de la plateforme départementale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, le préfet de la Liborie, a véritablement joué son rôle, ce qui a fait que les plateformes communales de réduction des risques de catastrophes qui étaient véritablement opérationnelles ont été plus davantage cette année. Donc très tôt, à travers les différentes alertes, les plateformes communales de réduction des risques de catastrophes au niveau départemental ont appuyé les plateformes communales à tenir les sessions de plateforme et à activer leur plan de contingence, parce que le plan de contingence, qui est un outil de planification et de gestion des risques de catastrophes au niveau des communes, assorti d'un plan d'action prioritaire, a permis aux communes d'activer leur plan de contingence et d'exercer les activités prévues pour réduire au mieux les risques. Donc, ce qu'on peut retenir est que les plateformes ont véritablement fonctionné au niveau des communes, mais ce qu'on peut retenir davantage, c'est que c'est le financement à la base. Les communes n'arrivent pas véritablement à sortir un budget de leur commune propre pour pouvoir alimenter véritablement le fonctionnement de la plateforme. On a toujours souhaité qu'avec l'appui du préfet, il faudrait que les communes eux-mêmes arrivent à budgétiser, à prévoir une ligne budgétaire pour la gestion des crises de catastrophes dans leur commune. Et tout ne serait pas venu du niveau central. Cela montrera un peu leur engagement. Donc c'est ça qu'on peut retenir, sinon que, mis à part ça, les plateformes ont fonctionné, les points focaux de réduction des risques de catastrophes, qui sont les secrétaires permanents de ces plateformes, ont bien coordonné les actions sur le terrain et avec aussi l'Agence nationale de protection civile qui n'a pas cessé d'appuyer, l'appui conseil et donner des directives que ces acteurs au niveau de la plateforme départementale, communale et locale doivent faire pour qu'on puisse prévenir au mieux les risques, surtout d'inondations qu'on a véritablement préparés cette année.
Alors, nous allons revenir sur une intervention particulière et ce soit avec vous, Rodrigo Do, vous qui représentez la représentation gouvernementale ici, nous allons le dire, nous allons nous exprimer ainsi, cette descente de la deuxième personnalité de la nation, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui est descendu pour constater. Alors, comment est-ce que vous avez d'abord apprécié ce geste? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Personnellement, je prends ça comme un acte qui exprime vraiment l'importance qu'accorde donc la deuxième personnalité de notre pays au phénomène que vivent donc les populations du département de la Liborie. Il n'a pas voulu se faire représenter, mais il est venu personnellement pour faire le constat. Il a fait le tour donc de ces communes et a constaté de ses propres yeux les dégâts. Et il n'est pas venu seul, il est venu les bras chargés en appui aux sinistrés. Et ça, c'est vraiment important qu'il en soit remercié. Monsieur Traoré, Nouroudine, je veux dire Zachary, le président de l'Assemblée nationale est descendu. Il a écouté et les populations, il a écouté les élus communaux, il a écouté Madame le maire, Zinatou Alazi Kwesenisaka. Et qu'est-ce qui a suivi au niveau commun? Merci. Et je voudrais que vous me permettez, peut-être avant de venir à l'événement de l'arrivée, parce que j'appelle ça événement dans événement. Certes, on a été éploré, mais accueillir un président de l'Assemblée nationale pour la circonstance, c'était vraiment aussi un événement. Et à la suite du CA, c'est pour vous dire que le CA déjà ramasser un peu les partenaires qui ont appuyé la commune de Kandi dans ces moments de sinistre. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Donc, parce que ces partenaires ont été déjà cités, je voudrais aller directement à l'aide qu'a apporté le président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée est venu, il a exprimé, il a dit clairement que faut pas regarder ce que j'ai apporté. Donc, il faut voir ma personne qui est venue à vos côtés. C'est plus important. Représentant le peuple. Voilà, pour sentir la douleur que les populations sinistrées, les sans-abri ont dans ces moments qui sont vraiment pénibles. Donc, à la fin, il n'est pas resté les bras croisés. Il a donné une enveloppe pour dire voilà mon appui. Et pour compléter un peu le CA, l'enveloppe n'a pas été touchée, d'autant plus qu'on s'est dit il faut attendre un peu à la fin de la saison des pluies pour acheter des matériaux. Le CA était en train de parler tout à l'heure de ciment, de feuilles de tôle. Donc, l'argent est là. Mais avant ça, la NPC aussi avait donné une enveloppe. La présidente de la plateforme communale a jugé quand même bon de garder l'argent à la fin. Donc, nous sommes en train, déjà d'ici une semaine ou 2 semaines, nous allons mettre pas ces fonds à la disposition des sinistrés, mais les matériaux, donc surtout le ciment et les feuilles de tôle, pour permettre aux gens de reconstruire les habitats. À part cet apport en matériel, en numéraire, la délégation de l'Assemblée nationale a parlé de dispositions légales. Que devraient être ces dispositions-là, selon vous, monsieur le CA de Benseko, Samsidine Adam? Merci. Les dispositions dont il a parlé, je crois qu'avant lui, le chef antenne de la NPC l'avait évoqué, et j'ai eu la chance aussi de discuter de ça avec notre ministre de tutelle, le ministre de la décentralisation, et avec aussi monsieur le préfet du département de la Liborie, et qui m'a conseillé dans ce sens aussi. Et ce qu'ils m'ont conseillé, c'est qu'on essaye de ne plus ériger des habitations au niveau de l'emplacement actuel. Parce que l'emplacement actuel, c'est un versant d'eau. Reconstruire sur le même espace, ça ne garantit pas des lendemains durables. Et ce ne serait pas responsable de notre part chaque année de se mettre à courir de gauche à droite pour demander de l'aide. Nous nous préparons pour la reconstruction.
Donc nous allons reconstruire sur un autre site identifié. Le préfet en son temps m'a conseillé d'avoir des échanges avec les intéressés, c'est-à-dire les sinistrés, et ce que j'ai pu faire. J'ai eu des échanges. Vous savez, ce n'est pas facile de demander aux gens de quitter là où ils sont nés, là où ils ont et tout ça, donc du jour au lendemain. Mais pour éviter que le pire nous arrive un jour, on est obligé d'aller vers cette solution-là qui est extrême mais salutaire pour la durée. Alors, monsieur le chef service planification, voilà Govedin qui est en train de prendre des dispositions idoines pour qu'à l'avenir de tels sinistres ne se reproduisent à cette ampleur-là, en quittant d'abord les zones d'eau, les voies d'eau et les zones à risque. Est-ce que les autres communes, ici certes c'est au niveau village, au niveau arrondissement, est-ce que selon la planification que vous faites, selon les activités que vous menez, les autres communes tiennent à cette disposition-là? Parce que ici, il l'a dit, le chef d'arrondissement, c'est sur instruction ou sur conseil de l'autorité préfectorale. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Il faut souligner que déjà les cas d'inondation ont été vraiment récurrents dans toutes les communes, mais beaucoup plus accentués dans les communes de Monaville et de Karimama, où pratiquement des villages entiers ont été relogés cette année même là. Je prends pour exemple le village de Karigui à Baniko et à Karimama, qui est pratiquement situé sur les nids du fleuve Alibori. Même Kochi également à Manaville. Le ministre de l'Intérieur a même donné des instructions pour que ce village soit relogé. Un autre site d'accueil a été réservé. C'est possible. Mais tel que le disait le CA, ce n'est pas aussi facile de pouvoir reloger les gens qui vivaient là où ils ont grandi, ils ont laissé les ancêtres là. Ce n'est pas facile. L'option qu'avait choisi le gouvernement, c'était qu'ils puissent au moins aller construire au niveau du site d'accueil. Comme ça, le gouvernement va les appuyer pour la finition donc de ces constructions-là. Mais jusque-là, parce que vous allez constater qu'avant d'aller à Karigui, il y a une partie déjà qui a déjà respecté donc, cette décision, mais il y a toujours de résistance, ils sont toujours là, et c'est ce qui fait que d'année en année, il y a toujours ce phénomène. Est-ce qu'il ne faut pas aller par la force, après avoir sensibilisé pendant tant d'années? Oui, il est temps, et même sur instruction du ministre de l'Intérieur, déjà l'année passée, lui-même l'a personnellement envoyé une équipe pour dire, suite donc aux annonces que nous sommes constatées, il exige que tout ce village-là puisse quitter là afin d'éviter les catastrophes. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu respecter cette décision-là, ce qui a fait que nous sommes arrivés là aujourd'hui. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, sur cette émission, Dr Alphonse Alomasso, en direct de Parakou. Nous sommes en direct des studios d'enregistrement de l'antenne régionale de l'ORTB. Nous sommes précisément à Kandi, je l'ai dit, dans la Libourie. Voilà, l'émission poursuit son cours, mesdames et messieurs, comme je le notifiais tantôt, vous ne pourrez pas nous appeler. Les conditions techniques, les dispositions techniques ne nous le permettent pas. Les prochaines fois seront certainement les bonnes. Alors, docteur Alphonse Alomasso, dites-nous, vu la récurrence des inondations, le gouvernement s'est rapidement doté d'un certain nombre d'outils de riposte. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Je veux là parler du fonds d'urgence pour la réduction des risques des catastrophes, son existence, son fonctionnement. Aussi, le Fonds national de réponse aux catastrophes, qui est un fonds plus récent. Comment a-t-il fonctionné ou bien comment fonctionne-t-il ou comment va-t-il fonctionner, si vous m'avez compris? Monsieur le journaliste, par rapport à votre préoccupation relative aux outils dont s'est doté le gouvernement pour répondre au mieux aux catastrophes, il faut retenir que lorsqu'on prend par exemple le fonds d'urgence pour la réduction des risques de catastrophes, qui est un fonds qui existe et fonctionne, cela est prévu par le décret numéro 211-834 du 30 décembre 2011 portant création, composition, attribution et fonctionnement de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes
et d'adaptation au changement climatique. Et c'est l'article numéro 10 du dit décret qui a institué le dit fonds et que le gouvernement, à chaque survenue, à chaque année, essaie d'alimenter ce fonds pour permettre à la plateforme dont l'Agence nationale de protection civile assure le secrétariat permanent d'être très outillée, dotée des moyens pour pouvoir gérer au mieux les catastrophes. Mis à part ce fonds, l'actuel gouvernement a réfléchi autrement et a mis en place le Fonds national de réponse aux catastrophes, le Fonds 4, qui a été pris par décret le 26 août 2020 récemment. Et ce fonds, la particularité est que ce fonds, pour l'avoir, pour son décaissement, elle est plus facile. 48 heures, 72 heures, on peut l'avoir et aller gérer au mieux les catastrophes. Et c'est la particularité du Fonds 4. Et ça prend en compte les catastrophes naturelles et sanitaires. Donc c'est une volonté du gouvernement de la rupture qui veut vraiment, qui a pris au cœur les catastrophes pour qu'on gère au mieux les catastrophes dans notre pays pour faire de nos communautés des communautés résilientes face aux catastrophes. Ce sont certes des innovations, docteur Alphonse Alomasso. Dites-nous, quelle a été la portée de ces innovations sur le terrain? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'intérêt que vous attachez à la réduction des risques de catastrophes. Par rapport à ces portées de ces différents fonds sur le terrain, il faut retenir que lorsqu'on prend par exemple les fonds d'urgence, les acteurs de la plateforme, que ce soit au niveau national et départemental, lorsqu'on prend par exemple le niveau départemental, il peut faire la demande de ce fonds au niveau national et aller opérer en tant que président de la plateforme départementale. Et lorsqu'on prend par exemple le fonds 4, là, il y a des acteurs qui seront accrédités. Les acteurs accrédités aussi peuvent faire la demande et puis déjà 48 heures ou plus tard, 72 heures, ils auraient ces fonds pour aller répondre au mieux sur le terrain. Voilà un peu les innovations et la portée de ces différents fonds que le gouvernement a mis en place sur le terrain, surtout par rapport au fonds 4. Vraiment, c'est salutaire et c'est l'occasion de remercier le gouvernement d'avoir mis en place ce fonds pour accompagner les gestionnaires des risques et catastrophes et tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes. Le gouvernement est resté aux côtés des sinistrés et vu la récurrence des inondations, ce même gouvernement s'est rapidement doté d'un certain nombre d'outils dont je parlais tantôt, de riposte. Le fonds d'urgence pour la réduction des risques et catastrophes qui existait déjà et le fonds national de réponse aux catastrophes. Alors dites-nous, est-ce que vous ressentez l'effet de ces outils-là, Rodrigo Odo, sur le terrain bien sûr? Oui, merci beaucoup. Il faut dire déjà que cette année, la préfecture a déjà eu à bénéficier du fonds d'aide aux urgences ce fonds qui a permis donc à la préfecture, à l'autorité de pouvoir mettre à la disposition de ces sinistrés-là donc des vivres, de l'eau de vivre et de non-vivre. Donc voilà, c'est déjà un pas. C'est vrai que c'est peu. On n'a pas pu satisfaire totalement les besoins donc, de ces sinistrés-là, mais ça a quand même comblé un vide. Donc, alors, au niveau de la base, je voudrais revenir sur l'apport des partenaires. Si nous laissons de côté l'apport gouvernemental qui semble beaucoup plus réglementaire, si nous parlons de l'apport des partenaires, pensez-vous qu'il y a une distribution équitable de ces ressources-là sur le terrain au niveau communal? Oui, je vais répondre par l'affirmative parce que, d'autant plus que, en tant que point focal, le CA peut témoigner et il est revenu un peu en arrière pour parler de l'ONG Bienfaisance qui a appuyé Gogbede, qui a appuyé la commune de Kandi de façon générale. Donc, à ce niveau, on a constaté leur manière de faire a fait école et nous-mêmes, on a profité pour se focaliser un peu sur ce qu'ils ont fait et copier et dupliquer ça sur toute la commune. Donc, ça a permis quand même que les sinistrés puissent directement bénéficier des appuis des partenaires. Et en parlant des partenaires, on avait omis l'Organisation internationale d'Arrêt Aid, qui d'ailleurs a appuyé toutes les communes sinistrées de la Liborie et 2 communes du Borgou. Je pense que dans l'ensemble, au niveau de la commune de Kandi, on a pu gérer
et l'aide que nous avons eue des partenaires de façon raisonnable. Le temps qui nous est imparti est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Dites-nous, vous avez dit Gogbede en pas en reconstruction, vous voulez reloger les populations qui ont perdu leur case. Est-ce que les bonnes volontés ont commencé par se manifester et en même temps votre mot de la fin? Oui, merci. Je dirais que pour le relogement des sinistrés à Gogbede, nous avons déjà quelque chose. Je dirais quelque chose parce que nous avons déjà 8 paquets de tôles. Le préfet nous a donné 3, le gouvernement 5. Donc nous avons 8 paquets de tôles dans notre magasin. Oui. Donc c'est déjà un point de départ, c'est insignifiant, mais c'est déjà quelque chose. Donc nous espérons d'ici à là que des bonnes volontés puissent s'annoncer pour nous accompagner. Il y a principalement une personne qui m'a appelé pour demander des détails. Bon, je suppose que c'est dans l'idée de nous appuyer. Donc, nous espérons réellement que des bonnes volontés puissent nous venir en aide. Nous n'avons que 8 paquets pour le moment. Nous avons besoin de 8 paquets x 10 x 20. Votre appel est entendu. X 30. Du ciment aussi. Oui, votre appel est entendu. Mon mot de fin, comme vous l'aviez demandé, je vais en même temps profiter. Oui, je voudrais avoir une pieuse pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie du fait des inondations dans la commune, s'il me le permet, et en particulier une pieuse pensée pour Imorugani Mouhidou, disparu dans le fleuve Bouli le 10 octobre 2020. Et par là même demander au Seigneur d'accorder une place de choix à tous nos morts, et nous autres qui nous garantissent une meilleure fin. Merci donc Samsudine Adamou. Rodrigo Do, dites-nous, la préfecture, c'est la représentation gouvernementale qui coordonne tout ici au niveau des 6 communes de ce département. Il reste à faire. Oui. C'est en même temps votre mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut dire effectivement, il reste beaucoup à faire. Mais avant d'entamer ce sujet-là, je voudrais que vous me permettiez une fois encore de remercier tous ces partenaires techniques et financiers qui nous ont appuyés tout au long de ce processus, notamment Direct Aid. Je vais citer également les ONG Solidarité et Bienfaisance. La NPC, qui est bien sûr une structure étatique, donc il faut également souligner qu'il y a des communes qui ont également fourni un effort. Mais désormais, l'autorité a souhaité, et il a même suggéré que la préfecture veille donc à ce que chaque commune puisse tenir compte dans son budget, même si ce n'est qu'une petite portion pour la gestion donc, de ces catastrophes-là. Surtout pour les urgences. Voilà. Nous ne pourrons pas finir cette émission sans parler des perspectives. Les perspectives, bien sûr, comment éviter les lourds bilans, quelles sont les dispositions qui sont annoncées, et vous allez nous le dire. Docteur Alphonse Alomaso, avant de prendre congé de vous. Les perspectives, je crois qu'il faut retenir une seule chose. Avec les changements climatiques aujourd'hui, les prévisions, on fait des prévisions, mais les prévisions peuvent ne pas toujours être au rendez-vous. Le plus important pour l'Agence nationale de protection civile, c'est d'aider les communautés à développer la culture des risques, ce qui pourra
faire de cette communauté des communautés résilientes face aux catastrophes pour qu'ensemble nous pouvons gérer les catastrophes. Lorsque nous prenons les inondations n'ont pas seulement des impacts négatifs, et il arrive, des inondations apportent quand même beaucoup d'atouts pour les communautés. Des fois, sur les différents bassins, quand il y a inondation, par témoignage, on dit que cette année, les fleuves ont été tellement poissonnés. Il y a beaucoup de limons pour permettre le développement des activités génératrices de revenus. Donc, je crois que c'est l'essentiel pour nous, c'est de renforcer la résilience des communautés à travers tout ce que nous faisons tous les jours pour faire de nos communautés des communautés résilientes face aux catastrophes. Allez, et Nouroudine Traoré et Zakari, vous êtes le point focal de la plateforme communale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique à Kandi. Il y a espoir. Nous allons un beau jour pouvoir oublier ces sinistres-là selon le travail que vous faites. Oui, c'est le vœu et le souhait de tout un chacun. C'est pourquoi je voudrais, en tout cas, parler un peu de ce que comment on appelle, le responsable de la préfecture vient de dire. La commune de Kandi, de façon particulière, n'a pas un plan de contingence. Donc, en termes de perspective, on s'est dit que pour 2021, Kandi doit élaborer son plan de contingence et, si possible, avoir une ligne claire, comme il a dit, une ligne claire dans le budget pour dire ça là, c'est une ligne claire et conséquente par rapport à la gestion, la prévention et la gestion des catastrophes. Voilà qui est dit. Donc c'est un peu, merci. Et aussi prier pour nos morts et prier pour que Kandi soit beaucoup plus résiliente par rapport à ces inondations qui s'annoncent. Merci Traoré Nouroudine Zakari, merci à vous. Oui, un mot très rapidement, en 15 secondes. Oui, Rodrigo. Je voudrais juste dire qu'il est important pour bien faire face donc à ces inondations-là, telles que le gouvernement l'a promis, oui. La construction des digues tout au long donc, du fleuve Niger, afin de limiter tant soit peu les effets donc, de ces inondations-là. Et si vous le permettez, je vais encore revenir sur l'épineuse question de la construction de la route Guinée-Karimama, qui constitue aujourd'hui vraiment un handicap, parce que même si les sinistres sont là, vous avez bien envie d'aller les aider, mais vous n'arrivez même pas à passer. Vraiment, voilà. Une fois encore, nous plaidons pour que le gouvernement puisse nous accompagner dans ce sens. Votre mot de la fin, docteur? Oui, allez-y, en 30 secondes. Votre mot de la fin. Mes mots de fin, monsieur le journaliste, je remercie d'abord l'ORTB pour l'intérêt qu'ils accordent à la communication en temps de crise, l'intérêt qu'ils accordent à l'Agence nationale de protection civile pour nous appuyer, pour nous permettre de mieux sensibiliser nos communautés. Et c'est le moment de remercier tous les acteurs de la gestion des inondations de cette année, à partir du gouvernement, les partenaires, les différentes plateformes, les communautés qui ont été à l'écoute des directives qu'a données les autorités à divers niveaux pour qu'ensemble nous puissions mieux gérer les inondations, les différentes catastrophes dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, sur cette émission, c'était donc Dr Alphonse Alomasso, cette émission en direct de l'antenne régionale de l'ORTB ici à Kandi. Nous sommes dans le département de la Liborie et il était avec nous durant cette heure d'émission. Dr Alphonse Masso, je rappelle qu'il est le chef antenne nord de l'Agence nationale de protection civile. Odo Rodrigue Tranquillet, le chef service de la planification et de l'aménagement du territoire. Il est à la préfecture de Kandi. Merci d'être venu. Traoré Nouroudine Zakari, point focal de la plateforme communale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique de Kandi. Vous étiez avec nous durant toute cette émission. Merci d'être venu. Samsdine Adamou Assouma, le chef de l'arrondissement de Bensekou. Bensekou, c'est bien sûr à Kandi, qui est venu ici plaider également pour la cause de ses administrés. Également, merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Wenceslas Sarouanimon à la prise de son. Gédéon Ifakoro Debiao à la mise en onde. Vous avez suivi en direct sur YouTube cette émission grâce au service informatique Adif Lawani, Jules Sobago, et à ce micro j'étais avec vous du début jusqu'à la fin de cette émission. Moi c'est bien sûr, mesdames et messieurs, Aziz
Alagwe, c'est parti, c'est terminé, j'allais dire, pour ce numéro spécial en direct de Kandi. Merci de nous avoir suivis. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours